Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être au rendez-vous sur TLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Je suis Christian Perrin. J'ai le plaisir de recevoir encore sur ce plateau Monsieur Clément Mirassa, que vous connaissez très bien, président de la Fédération de l'opposition congolaise. Avec lui, nous allons tenter de décrypter l'actualité socio-économique et politique du Congo-Brazzaville, notamment le nouvel accord entre Brazzaville et le Fonds monétaire international. Nous reviendrons également sur la campagne de vaccination obligatoire contre la COVID-19 lancée au Congo-Brazzaville, mais qui peine encore à convaincre les Congolais. Ensuite, nous parlerons du nouveau drame survenu au commissariat central de Brazzaville, ainsi que de l'enquête menée par la gendarmerie au Congo-Brazzaville qui a pu récupérer une quarantaine de véhicules 4x4 qui avaient été volés par certains agents du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Voilà pour l'essentiel de ce qui va caractériser notre entretien aujourd'hui avec Monsieur Clément Mirassa. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Bonjour Monsieur Clément Mirassa. Bonjour Monsieur Christian Perrin. On va commencer par le FMI. Vous le savez que finalement, le Congo-Brazzaville va conclure un accord, sinon aura un accord avec le FMI. Cet accord qui attend encore l'approbation du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Mais on voulait comprendre avec vous, est-ce que c'est toujours l'ancien accord qui continue, donc les premières négociations qui ont été entamées en 2018, ou c'est un nouveau dossier en tant que tel? Merci pour votre question. Je dirais tout simplement que le Congo a signé un accord le 11 juillet 2019 avec le Fonds monétaire. Il faut bien préciser pour que les Congolais comprennent que c'était pour la période 2019-2022. Donc, en fait, les Congolais avaient fondé l'espoir qu'en 2022, leur pays sortirait de la crise et qu'ils ne souffriraient plus. Malheureusement, le Congo n'a pas pu respecter ses engagements et cet accord a expiré en avril 2021. Et nous n'avons pu toucher, sur les 448 millions de dollars qui avaient été prévus, nous n'avions pu toucher qu'une seule tranche de près de 45 millions de dollars, près de 26 milliards de francs CFA. Et à la première évaluation, en décembre 2019, il a été constaté que nous n'avons pas respecté nos engagements. Aujourd'hui, on va vers, semble-t-il, que le gouvernement a souhaité et mène des démarches pour aller vers un nouvel accord. Il s'agit bien, pour répondre précisément à la question qui m'a été posée, d'un nouvel accord. L'accord du 11 juillet 2019 a expiré et on n'en parle plus. Et donc, lorsque vous dites un nouvel accord, donc des nouvelles négociations, un nouvel accord, des nouvelles conditions, c'est cela? Ah oui, il s'agit, et je crois que là vous posez une question extrêmement importante, parce que le premier accord était assorti d'une matrice de 48 mesures. Et lorsqu'on regarde la continuation de ce qui se passe, les Congolais s'interrogent sur l'évaluation de l'exécution de ces 48 mesures, parce que ces 48 mesures étaient extrêmement importantes. Il y a une catégorie de ces mesures qui se rapportait à la lutte contre la corruption. On ne peut pas espérer se développer s'il n'y a pas de lutte efficace contre la corruption. Malheureusement, ce que le Congo a pu réaliser, c'est la prise des textes. On a pris encore que ce n'était pas ça le blocage. Les textes, vous en avez entendu parler sur la mise en place de la haute autorité de lutte contre la corruption. Mais il y avait un certain nombre d'autres mesures dans le même contexte qui étaient prévues, notamment le fait de savoir le nombre de juges qu'il y avait dans les différents tribunaux, les affaires en cours s'agissant de la lutte contre la corruption dans les différents tribunaux. Mais ça, le gouvernement n'a pas pu apporter les réponses. Il y a aussi une autre catégorie de mesures qui concernait la transparence et la gouvernance au niveau des marchés publics, au niveau des audits, des coûts pétroliers, etc. Toutes ces mesures, les Congolais sont dans un flou total. Nous avons vaguement entendu le Premier ministre dire une ou deux fois qu'ils avaient exécuté cette matrice à hauteur de 80%, mais il n'y a pas de transparence. Je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de transparence. Et pourtant, il y a des mesures pour lesquelles nous étions fortement attendus.
c'est le rapatriement de l'argent. On avait souhaité que l'argent du Congo qui était en Chine soit rapatrié dans le compte unique du Trésor. On avait souhaité également que l'argent qui est dans les comptes offshore, etc., soit rapatrié. Et je pense que ça aurait soulagé la situation du Congo. Maintenant, il y a un autre volet également qui préoccupe. C'est vrai que ça touche la politique budgétaire. On avait parlé de la réduction de la masse salariale, parce que vous savez, dans la fonction publique, il y a eu un recensement, mais malgré tout, on parle toujours d'effectifs pléthoriques dans un certain nombre de structures et un certain nombre d'administrations. Je crois qu'il y a eu un conseil des ministres où le ministre Andeli s'était engagé à régler cette question, mais jusque-là, elle n'est pas réglée. Et le problème le plus important, c'est celui de la dette, qui avait été considérée comme insoutenable. Et il semble que depuis quelque temps, le Fonds monétaire a déclaré cette dette viable. Et c'est ça qui permet que l'on puisse avancer. Et nous sommes un peu préoccupés de savoir comment ça se présente, puisque malgré tout, à la fin de l'année 2021, cette dette serait projetée à près de 94% du PIB, alors que nous sommes membres qui est le ratio dette-PIB inférieur à 70%. Donc, ce que nous disons tout simplement, Monsieur Christian Perrin, on fait beaucoup de discours sur ces choses-là. Moi, je dis tout simplement ceci. Les Congolais souffrent. Le Congo va mal, très mal. Et depuis plusieurs années, on a pensé que les gouvernants allaient apporter des solutions à cette crise. Malheureusement, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont nourri les Congolais de beaucoup d'espoir en disant qu'en 2022, on sortirait de la crise. Et maintenant, on entend parler d'un accord 2022-2025. Ce qui veut dire qu'il faut projeter. L'année 2025 était projetée comme l'année de l'atteinte à l'émergence, etc. Mais aujourd'hui, je crois que c'est l'atteinte, la sortie. Alors donc, on suppose que désormais la dette est soutenable, puisque nous l'avons dit d'entrée de jeu, un accord est en voie d'être signé entre le Congo et le FMI. Et c'est un accord où, disons, qui prévoit un programme de 3 ans, bien entendu, au titre de la facilité élargie de crédit. Et donc, le Congo pourra recevoir, à ce titre, bien entendu, 456 millions de dollars, soit un peu plus de 260 milliards de francs CFA. Mais dans un premier temps, je voulais comprendre avec vous, c'est aussi pour l'intérêt de nos téléspectateurs, c'est quoi finalement ce qu'on appelle par la facilité élargie de crédit? Non, la facilité élargie de crédit, c'est un mécanisme qui est mis en place par le Fonds monétaire international pour assister un certain nombre de pays. Puis il ne faut pas se le cacher, pour assister des pays qui sont en difficulté comme le Congo, notamment pour rendre sa dette soutenable, notamment pour la stabilité macroéconomique, notamment pour régler un certain nombre de problèmes. En ce qui nous concerne, j'évoquerai le problème de la résolution du problème de l'emploi, je parlerai également du problème du recul de la pauvreté, de la réduction de la pauvreté. Si le programme avait été exécuté, nous aurions fait des pas là-dessus. Mais aujourd'hui, le programme n'est pas exécuté. Donc, la préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de dire, si pour le programme de juillet 2019, nous n'avons pas été en mesure de remplir les conditions que nous-mêmes, nous avons acceptées, que nous avons consenties, est-ce que pour le nouveau programme, si le conseil d'administration l'accepte, parce que le conseil d'administration va se réunir, ce n'est pas une chambre d'enregistrement, il aura bien un débat et dans l'intérêt des Congolais et du peuple congolais, il faut bien que cette question soit bien soulevée, parce que ces programmes à répétition, on en parle depuis des années, etc. Et moi, je vous ai souvent donné mon point de vue, 260 milliards de dollars, ça équivaut à peu près à près de 85 milliards par an sur 3 ans. Et vous pensez que 85 milliards avec les problèmes que nous avons,
Je crois que Oui, mais si monsieur Mirassa, puisqu'il s'agit de sauver un pays, une population et non un pouvoir, c'est ce que j'ai cru entendre à un moment donné. Je crois que c'est Christine Lagarde qui l'avait dit. Et cette fois-ci, on accorde 456 millions de dollars, nous l'avons dit tout à l'heure, un équivalent de 260 milliards de francs CFA. Et là, vous venez de faire les petits calculs, c'est autour de 80 milliards par an. Et ce qui certainement a fait dire d'ailleurs à Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement congolais, que cette aide permettra au gouvernement congolais de libérer les salaires, les pensions, les bourses. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est une aide qui est en fait accordée au Congo spécialement pour payer les salaires, les bourses et les pensions? 80 non, milliards, ça représente absolument rien pour le Congo. L'objectif du programme, en fait, Monsieur Thierry Mungala dit qu'on va régler les salaires, etc. On ne réglera pas ces problèmes si on n'est pas en mesure de réaliser les réformes structurelles qui sont demandées par le Fonds monétaire. Je vous ai parlé des 48 mesures. On ne va pas signer un document comme ça, puis on va débloquer que 260 milliards au Congo. Il y a un certain nombre de mesures qui doivent être appliquées. Parmi ces mesures, il y a la lutte contre la corruption. Il y a des mesures au niveau de la politique budgétaire. Il faut qu'au niveau de la dette également, parce que il vous souviendra que nous avions déjà atteint le point d'achèvement de l'initiative du PPTE et malgré tout, nous sommes retombés. C'est la question. Je crois que vous avez suivi sur les réseaux sociaux cette vidéo du défunt Christophe Mukwege, où il se disait comment on explique cet endettement. Et il avait une argumentation suffisamment solide. Non, Monsieur Christian Perrin, nous n'avancerons que si nous agissons dans le cadre des réformes qui permettent la gestion du pays dans la transparence et dans la bonne gouvernance. Et nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Donc, je pense que ce qui est important pour le gouvernement, ce qui est important pour les gouvernants, c'est qu'une fois que cet accord sera signé, après qu'il soit passé au conseil d'administration, il y aura l'ouverture des autres apports. Il y aura l'apport de la Banque mondiale, il y aura l'apport de la Banque africaine de développement, il y a l'accord de la France qui avait été annoncé, 135 millions de dollars, pour lesquels à peu près un peu plus de 80 milliards de francs CFA, nous n'avions pu toucher qu'une seule tranche sur les trois parce que c'est indexé sur le bon suivi de l'accord avec le Fonds monétaire. Donc, il faut que le gouvernement prenne conscience. Je vous rappelle aussi qu'à l'époque, le ministre, que Dieu ait son âme, que le premier ministre Clément Mwamba avait parlé d'un gouvernement de combat pour réaliser. Mais vous voyez bien que le gouvernement de combat, il s'est fracassé, il n'a pas pu réaliser les mesures qui avaient été demandées. Donc, si le gouvernement tient à ce que l'on puisse bénéficier intégralement de toute cette assistance financière et même technique, il faut qu'il soit en mesure d'exécuter les mesures qui sont demandées. Et je suis sûr, c'est mon avis, Monsieur Pérez, je suis sûr qu'avec le nouvel accord, la matrice de je ne sais pas combien de mesures, je ne sais pas si ça serait une matrice de 48 mesures, de moins, mais je suis sûr que les mesures seront plus corsées. Parce qu'en matière de gestion, en matière de transparence et en matière de bonne gouvernance, le Congo apparaît au plan planétaire comme un véritable casse-tête, tant pour les institutions financières internationales. Oui, mais monsieur Mirassa, je crois que cela devrait plutôt réjouir l'opposition congolaise parce que dans ce programme, il est prévu, bien entendu, en contrepartie, bien entendu, c'est un peu la prise d'un engagement précis sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. On peut donc espérer que d'ici là, la situation politique sera décrispée au Congo-Brazzaville et cela devrait normalement réjouir l'opposition, n'est-ce pas? J'aurais pu vous suivre, monsieur Christian Perrin, mais malheureusement, je ne le peux. Pourquoi je ne le peux? En 2009, je vous dis bien en 2009, dans son discours d'investiture, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé, et c'était suivi au plan planétaire, que le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de détournement de fonds, de fraude. Et il a bien dit lui-même. Et là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. De 2009 à aujourd'hui, ça fait combien d'années?
Monsieur Christian Perret. Vous avez entendu qu'il y a un gouverneur qui a été inquiété? Il ne s'agit pas de faire des simples déclarations pour plaire. Il ne s'agit pas de rentrer dans une vision démagogique. Il s'agit effectivement de prendre des mesures sérieuses et de les mettre en application. Nous, à l'opposition, nous serons bien heureux. On serait très heureux de voir effectivement la lutte sur la corruption être menée. Alors, je vois les responsables actuels de la haute autorité de lutte contre la corruption. J'entends dire qu'ils n'ont pas les moyens. C'est très grave. Regardez pour la pandémie Covid-19. Le gouvernement ne s'est pas réuni pour faire un coup de poing. Ils ne sont pas réunis. Ils ont trouvé des milliards. Et ça a été dégagé pendant 45 jours. Et pourquoi, pour la lutte contre la corruption, on ne décide pas de faire un coup de poing de lutte contre la corruption avec une enveloppe spéciale. Si on le fait, on va faire entrer davantage d'argent. Oui, mais évidemment, monsieur Clément Mirassa, puisque vous en parlez déjà, la lutte contre la corruption, évidemment, je crois qu'il y a déjà des éléments, là, il y a quelques signaux qui sont envoyés, je crois, au niveau international, lorsqu'on a déjà commencé à faire la déclaration des patrimoines. Et tout à l'heure, vous parlez d'ailleurs d'une enquête qui a été menée au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, où les véhicules ont été récupérés aux anciens, disons, membres du département. On peut considérer que ce sont là des signaux qu'on envoie déjà pour une certaine amélioration, bien sûr, dans la gestion des affaires publiques. Alors, revenons d'abord sur la déclaration des patrimoines. Je pense que c'est un élément important. C'est un élément extrêmement important. Je vous rappelle d'ailleurs, s'agissant de la déclaration du patrimoine, c'est la conséquence des résultats des débats qui ont eu lieu à la Conférence nationale souveraine. Parce que dans la Constitution de 1992, cet aspect est apparu de façon claire et nette. Ensuite, dans la Constitution de 2002, qui a été abrogée en 2015, mais la déclaration de patrimoine a occupé une place très forte. Il y a eu combien de déclarations? Je vous dirai aucune. Donc, il y a la volonté de ce qui est dit et il y a le manque d'application. Maintenant, quand je viens à ce qui se fait maintenant, je veux bien croire, mais moi, j'en suis préoccupé et j'en suis inquiet, monsieur Christian Perret. Je suis inquiet pourquoi? Parce qu'au départ, on ne respecte pas les textes. Et il faut qu'on le dise à ses gouvernants. Le Premier ministre avait lui-même déclaré qu'il avait pris ses fonctions le 18 mai 2021 et qu'il se donnait 3 mois pour faire cette déclaration. Mais il a fait cette déclaration 5 mois et 7 jours après sa prise de service. Moi, ça m'amène à avoir un doute déjà sur le contenu de sa déclaration qui est sous scellé. Le président de l'Assemblée, avec le bureau de l'Assemblée, ils sont passés, je crois, vendredi dernier, pour faire soi-disant des déclarations. Mais ils n'ont pas respecté les textes, parce que ce sont eux qui ont pris les textes. J'ai le décret entre mes mains. Le décret dit exactement ceci. La déclaration du patrimoine se fait 3 mois après la prise de fonction. Le président de l'Assemblée a pris une fonction à quelle période, monsieur Perret, puisque la mandature est pratiquement à sa fin. Ça fait donc près de 4 ans. Quand vous faites cette déclaration, est-ce que c'est conforme à la loi? Je dis non. Je n'ai pas entendu encore le président du Sénat dire. Mais ce qui est important, dans le texte, notamment dans la loi, qui a été prise, même si, pour moi, elle pose un certain nombre de problèmes. Je vous dirais franchement, elle a été votée à l'Assemblée, mais pour moi, c'est une mauvaise loi. Elle devrait être bien révisée et bien revue. Mais ce qui est important dans cette loi qui a été prise, il y a un article 12 qui prévoit des sanctions, y compris pour ceux qui n'ont pas déclaré. Donc, il faut commencer à faire le pointage. Maintenant, on se retrouve dans un cas où on veut créer une certaine jurisprudence. Est-ce qu'on peut parler de ces sanctions? C'est quoi? Il s'agit de quoi exactement? Quelles sont les sanctions qu'encourent ceux qui ne respectent pas, évidemment, cette loi? Après les sanctions, vous pouvez perdre pratiquement une partie importante de votre patrimoine. Et pour ceux qui sont justiciables devant la haute cour de justice, il est même prévu qu'ils passent devant le Parlement réuni en congrès. Je crois qu'il faut qu'on vulgarise ces choses-là. C'est pour ça que dans l'application de ce genre de texte, il faut que l'on soit extrêmement rigoureux. Parce que si l'on n'est pas extrêmement rigoureux, on sera complètement à côté.
J'ai le texte, cette loi. Et je vais me permettre de vous lire l'article 12 qui parle justement des sanctions. Il est dit ceci. Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique visée à l'article 5 de la présente loi, n'ayant pas fait de déclaration de patrimoine ou ayant fait une fausse déclaration de patrimoine ou dissimulé tout ou partie de son patrimoine au moment de la déclaration initiale ou de la cessation de fonction, est puni d'une amende pouvant atteindre le quart de la valeur du patrimoine dissimulé. Et pour nous qui cherchons l'argent maintenant, mais voilà une piste qui s'ouvre. Il faut malheureusement, la transparence n'étant pas totale, puisque lorsqu'ils déposent leurs documents, c'est scellé et on ouvrira cela qu'au moment où ils auront perdu leur fonction. Entre-temps, évidemment, c'est la question que je voulais vous poser au-delà du formalisme. Est-ce que le contenu est consultable par le contribuable congolais? Est-ce que les Congolais peuvent consulter ce document? Personne ne peut le consulter. Il faut que les dirigeants congolais le sachent. Thomas Sankara, qui a initié cette affaire, quelques mois avant sa mort d'abord, avait fait sa déclaration de patrimoine qui avait étonné le monde entier devant la structure qui avait été mise en place pour lutter contre la corruption. Et il avait cité lui-même nommément, et c'est bien, et c'est de sa femme. Monsieur Christian Perrin, quand vous rentrez dans l'Internet aujourd'hui, mais vous pouvez tirer la déclaration de patrimoine de François Hollande, vous pouvez tirer celle d'Emmanuel Macron, vous pouvez tirer celle de Macky Sall, vous pouvez tirer celle de Mahamadou Issoufou. Mais quelle est cette affaire du Congo où on parle de transparence, où on veut parler de bonne gouvernance et on fait une déclaration? Mais au fait, Monsieur Mirassa, nous avons vu évidemment les membres du gouvernement coliné passer à tour de rôle devant, bien entendu, la Cour pour présenter ou déclarer les patrimoines. Mais nous n'avons pas vu Denis Sassou Nguesso et les autres, par exemple, responsables des autres institutions. Le cas du Sénat, l'Assemblée, on ne les a pas vus. Eux aussi ont déclaré leur patrimoine. En fait, la loi a un problème. Quand ils ont fait la loi, ils n'ont pas pensé à ces personnalités qui sont en poste parfois depuis 30, 40 ans et qui n'ont jamais fait leur déclaration. De sorte qu'aujourd'hui, ils sont pris comme dans un étau, puisque le texte, y compris que ce soit la loi d'application de la Constitution, que ce soit le décret, dit clairement que la déclaration se fait 3 mois après. Le premier président de la Cour suprême a voulu en faire une interprétation qui, pour moi, ne correspond pas à la réalité. Parce que, pour moi, il a introduit la confusion en pensant que les 3 mois courent à partir de la saisine par la Cour suprême. Et nous intervenons pour dire là-dessus. Là aussi, j'ai le décret sous mes yeux. Je vais vous le lire pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation au niveau des Congolais. Et écoutez bien ce qui est dit. L'article 8 du décret numéro 2019-320 du 12 novembre 2019, il dit ceci. La déclaration de patrimoine est déposée après notification par le premier président de la Cour suprême dans les 3 mois à compter de la prise de fonction du déclarant ou de la cessation de celle-ci. Donc, l'interprétation que la Cour suprême a voulu donner en disant que c'est les 3 mois courent à partir de la saisine, à mon avis, c'est une interprétation qui les met tous en difficulté et je suis très heureux parce que il faudrait que l'on surveille et que l'on sache déjà que ce n'est pas conforme aux lois et règlements de la République. En cas de besoin, il faut qu'on commence à mener des enquêtes pour savoir si c'est conforme. Bon, le contenu, il faut attendre la cessation des fonctions des uns des autres. Ils diront que c'est la loi, mais si c'est la loi, il faut l'appliquer intégralement. Alors, nous allons parler donc santé. Depuis le 25 octobre dernier, une campagne de vaccination obligatoire contre la COVID-19 a été lancée au Congo-Brazzaville, mais un mois après, cette campagne peine à convaincre les Congolais. Ils sont encore réticents et dernièrement, nous avons vu les images sur les réseaux sociaux, comment les élèves ont boudé cette campagne de vaccination. Est-ce que vous avez des informations sur la nature, par exemple, des vaccins, la conservation de ces derniers? Et je rappelle en passant, bien sûr,
qu'il y a, je crois, 3 mois de cela, c'est le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki, qui parlait des vaccins qui seraient déjà proches de la date de péremption. Qu'en est-il de ces vaccins? Est-ce que vous avez eu des informations? La suite, ont-ils été détruits ou bien ils ont été utilisés? Bon, moi, je vous dirais d'abord une chose simple. Chacun de nous tient à avoir une bonne santé. Chacun de nous a souvent peur de la mort. Et lorsqu'elle approche, quel que soit l'âge, on voudrait avoir quelques jours de plus et on essaye de supplier le Seigneur pour qu'il nous en accorde plus. Moi, je pense que sur la question, vous posez un certain nombre de questions de fond. La pandémie de la COVID-19 n'est pas que congolaise, elle est mondiale. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes de télévision mondiales, on assiste à un débat extrêmement important. Et c'est là, à mon avis, que les questions que vous posez sont importantes. Et c'est là où je pense qu'il y a un problème d'information, qu'il y a un problème de communication, qu'il y a un problème de transparence, qu'il y a un problème d'explication, surtout qu'il s'agit d'un domaine scientifique qui doit être clair dans les yeux de tout le monde. Monsieur Christian Pellet, j'ai rencontré des amis. J'ai rencontré des amis qui revenaient d'Europe. Et ils m'ont dit ceci. J'ai reçu mes vaccins ici, 2 doses, mais quand je me suis retrouvé en France, quand j'ai présenté mes papiers, on m'a dit, vous êtes non vacciné parce que votre vaccination au Congo est nulle et de nul effet ici en France. Ce n'est pas normal. Il s'agit d'un problème scientifique. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, je pense que le vaccin est extrêmement important pour la protection des uns et des autres. Mais encore, il faut convaincre les gens qu'on n'est pas au stade expérimental et il faut donner toutes les informations, que les uns et les autres soient bien informés sur le fait que la conservation, la qualité, parce qu'on nous parle, les vaccins qui sont administrés au Congo ne sont pas acceptés par l'Union européenne. Les Congolais veulent bien comprendre. Quand vous les avez, quand vous allez en Europe, on considère, donc, il y a des Congolais qui se sont fait revacciner en France. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je crois que sur la question, même la question que vous posez, je ne sais pas, j'espère que le ministre. Oui, je vous pose cette question expressement parce que vous êtes quand même le président de la Fédération de l'opposition congolaise. Vous êtes censé savoir, notamment sur les grandes questions qui concernent la santé, vous devriez être informé si ces vaccins ont été détruits ou non, parce que en réalité, ils constitueraient un danger si on a continué à les garder. Sinon, les Congolais devraient savoir si on les a détruits ou non. Nous avions eu l'information qu'il y avait des vaccins pour lesquels les Congolais ne se pressaient pas à la vaccination et qui approchaient la date de péremption. Maintenant, sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on en a fait, nous faisons confiance au ministre de la Santé et nous osons espérer qu'on n'a pas gardé des vaccins qui étaient hors d'usage. Ce seraient des véritables poisons. Et vous savez bien que ce problème pose énormément de questions au niveau du Congo. Donc, je pense, monsieur Christian Pellet, le vaccin, en tant que vaccin, tel que c'est conçu au plan scientifique, au plan médical, au plan sanitaire, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la santé. Mais il faut encore que nous ayons toutes les informations, tous les contours, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait une bonne gouvernance et que nous soyons bien informés. Vous savez, les Congolais sont préoccupés. Vous avez même vu sur les réseaux sociaux, on avait dit, monsieur Kéma Mirassa a été vacciné, mais il a atteint de la COVID-19. Parce qu'il y a un certain... Et c'est vrai, vous vous êtes fait vacciner, monsieur Mirassa? Moi, je vous dis franchement que je suis pour les mesures barrières, mais je ne suis pas vacciné. Mais je tiens à préserver ma santé et celle des autres en respectant les mesures barrières. Je ne suis pas encore, même si je reconnais que le vaccin est important, je ne suis pas encore au niveau où j'accepte les informations qui me sont données parce que j'ai beaucoup de questions et je souhaiterais que ces questions puissent trouver des réponses. Évidemment, voilà. Des mesures barrières au drame qui est survenu au commissariat central de Brazzaville. Il n'y a qu'un seul pas, puisque, vous le savez, évidemment, il y a eu 6 Congolais qui ont trouvé la mort dans les cellules de prison du commissariat central de Brazzaville. Et en réaction à cela, bien qu'après avoir gardé silence pendant des semaines, quand les ONG sont montées au créneau, le gouvernement congolais a été obligé de s'exprimer par la voix de son porte-parole, Thierry Mongala, mais qui a tenté
de minimiser le drame, parlant d'un probable étouffement qui aurait conduit, bien entendu, à ces décès. La question qu'on se pose, comment se fait-il que, dans le même temps, on demande aux Congolais de respecter les mesures barrières, on leur demande de se faire vacciner contre la Covid, et dans les prisons, on peut encore noter une surpopulation carcérale, c'est-à-dire des cellules surpeuplées. À en croire, bien entendu, à en croire la déclaration de Thierry Mongala. Non, je vous dirais sincèrement, Monsieur Christian Perrin, que la question des droits de l'homme est une question extrêmement préoccupante. Et je suis très heureux, je suis plein d'admiration pour les ONG des droits de l'homme, comme le CADD de Trésor Nzila et bien d'autres organisations avec les Joe et Bina, tout ça, qui se préoccupent de ces questions. La question ne se pose pas que maintenant. Je vous fais un petit rappel. Monsieur Trésor Nzila nous a rappelé, il a fait une campagne là-dessus, il nous a rappelé ce qui s'est passé pour les victimes de la période du référendum du 25 octobre 2015. Et vous savez bien ce qui s'est passé, que ce soit pour le référendum, que ce soit pour l'élection présidentielle de 2007. Et nous avons été très heureux que Trésor Nzila nous ait donné l'information qu'à Genève, et le gouvernement et les ONG avaient convenu de la mise en place d'une commission indépendante pour faire la lumière sur cette situation. Jusque-là, nous attendons. Je peux vous citer un autre cas qui nous a frappé à l'opposition. C'est la situation où notre frère, que Dieu ait son âme, Augustin Kalakala, s'est retrouvé pratiquement à moitié mort devant la morgue, etc. Et quelques mois après, il a trouvé la mort et le gouvernement s'était engagé à mener une enquête pour faire la lumière totale sur cette affaire. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Vous avez suivi également, puisque vous voulez parler de la réaction du ministre du porte-parole du gouvernement, vous avez suivi ce qui s'est passé à Chapona. Pourquoi n'a-t-on pas tiré les leçons de ce qui s'est passé à Chapona? Pour moi, est-ce qu'il est responsable de venir dire qu'il s'agit de décès accidentels, qu'il s'agit d'étouffement? Mais l'étouffement, c'est une torture. Le fait qu'il soit amassé dans une cellule, c'est une torture. Pourquoi on se plaint en disant tout le monde connaît la situation, qu'il y a davantage de délinquance juvénile, mais la délinquance juvénile n'est que la conséquence d'une politique qui est menée dans le pays. Et c'est bien le gouvernement qui mène cette politique. Donc, moi, je dis, ce qui a été dit par les ministres, le porte-parole du gouvernement, moi, je le considère inacceptable. Je pense que devant la situation qui se présente, avec la menace qui pèse sur la COVID-19 et avec ce qui est dit par le gouvernement, coup de poing COVID-19, etc., ça devait être suivi par une politique de désengorgement des prisons. Et cela avait été demandé d'ailleurs par l'OMS, qui avait demandé à tous les gouvernements du monde de désengorger plutôt les prisons. L'OMS l'a demandé. Et nous, en tant que fédération, nous en avons profité, surtout après la situation sanitaire difficile qu'a connue notre frère Jean-Marie Michel Moukoko. Nous avons demandé la libération totale de Jean-Marie Michel Moukoko d'André Okombi et que l'on désengorge la maison d'arrêt. Maintenant, tel que dit par le porte-parole du gouvernement, c'est un aveu, c'est une reconnaissance de la responsabilité. Et ça ne peut pas être laissé passer comme ça. C'est pour ça que moi je pense, Monsieur Christian Perrin, que vraiment nous soutenons fermement l'idée qui est défendue par les ONG, les Trésors Nzila, les autres, etc., sur le fait qu'il faut faire la lumière sur cette affaire, qu'il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour que des autopsies soient faites. Moi, j'ai pratiquement été touché par le témoignage de la sœur de ce défunt frère Loubaki, qui a dit que lorsqu'il est arrivé à la morgue, les gens de la morgue lui ont fait un témoignage en disant, mais lorsqu'on a amené les 6 corps, il y en avait un qui respirait encore et nous avons dit, pourquoi vous l'amenez ici? Il fallait l'amener à l'hôpital. Bon, le temps de faire un tour et de revenir pour dire, il est mort. Non, ça entraîne un certain nombre de questions. Et je pense qu'il faut préciser que la force publique est apolitique. Elle agit en fonction des lois et règlements de la République. Et les lois de la République disent que la vie humaine est sacrée et ensuite que la torture est interdite dans ce pays. Je ne vois pas pourquoi un gouvernement éviterait qu'on mette une commission qui fasse la lumière sur une situation. Est-ce qu'il y a un problème? Si d'aventure
il n'y a pas de problème, mais la commission indépendante de gouvernement. Et moi, je suis vraiment surpris par le comportement du gouvernement, surtout avec la déclaration de politique de son programme, le Premier ministre Colline Makosso, avec la déclaration qu'il a faite dans cette présentation. Mais je pensais qu'on militait pour la transparence, on militait pour la bonne gouvernance et que lorsqu'il y avait ce genre de situation, on ne devrait vraiment pas hésiter à ce qu'une commission soit mise en place. Je rappelle entre fait que dans un certain nombre de pays organisés, il y a la police, c'est vrai, mais il y a la police des polices qui, lorsque ce genre de problème se pose, intervient comme pour arbitrer et rendre soit justice, soit faire un certain nombre de choses. Donc, nous soutenons ce qui a été dit et nous souhaitons vivement que la lumière soit faite sur la mort parce que les témoignages sont clairs. Les gens disent qu'il a tué. Il faut qu'on aille de l'avant là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'opposition congolaise a prévu pour évidemment dénoncer cette série on dirait, de massacres des jeunes, parce que finalement, c'est devenu courant. C'est tous les jours qu'on exécute froidement les jeunes. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes en train de faire pour arrêter un peu? Mais nous allons appuyer les organisations de la société civile. Nous allons les dénoncer fortement et nous allons espérer également aller dans le même sens en demandant que des commissions d'enquête soient mises en place, qu'on mette fin à ça. Parce que n'oubliez pas, Monsieur Christian Perrin, qu'à chaque fois que nous sommes intervenus, nous avons toujours dénoncé l'acharnement sur les opposants, alors qu'il y a beaucoup de gens qui posent des actes, soit en termes de responsables des crimes économiques et financiers, qui ne sont nullement inquiétés et qui se baladent à travers la ville. On va donc probablement terminer par ce volet. Une enquête a été menée au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Pêche où on a pu récupérer plus d'une quarantaine de véhicules 4x4 que les membres ou les responsables, certains responsables de ce département avaient, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, volé, sinon pris en otage avec eux. Et ces véhicules, c'est peut-être pas tous les véhicules, mais au moins une bonne partie a été récupérée. Ce qui est curieux, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, et même quand on a présenté ces faits à la télé, jusque-là, on ne connaît pas les auteurs. On ne nous a pas présenté les auteurs. Est-ce que ces auteurs ont été présentés devant la justice, pour vous qui êtes sur place? Non, moi je dois donner ma réaction. Je suis très heureux de ce travail fait par la gendarmerie, qui nous confirme qu'effectivement, si la force publique, si les institutions de lutte contre la corruption, tout ça se mettent debout, on peut récupérer un certain nombre de choses qui aideraient au bon fonctionnement du pays et qui feraient avancer le pays. J'ai quand même quelques préoccupations. La première préoccupation, est-ce que ça va se faire pour tous les ministères? Parce que ça ne peut pas se faire seulement pour le ministère de l'Agriculture. Au Congo, nous savons que lorsqu'il y a remaniement ministériel et lors des passations de services, il y en a qui emportent tout. Chez eux, ça devient leur propriété. Quand je dis ils emportent, c'est pas le planton, hein. C'est les cadres, c'est les ministres. Non, mais évidemment, pendant que vous le dites, cela nous rappelle d'ailleurs le feuilleton entre Doukaga et Madame Nono, qui, lorsqu'elle quittait ce département, est partie avec le compte bancaire. Elle ne voulait même pas restituer. Donc, ça rejoint ce que le président Sassou avait dit en 2009 en disant que là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Et vous faites bien de poser la question, mais la gendarmerie ne peut pas se permettre seulement de venir remettre les clés au ministre de l'Agriculture. Les véhicules ont bien été pris chez des gens. Il faut bien une procédure. Mais il s'agit véritablement de vol. Il s'agit de vol. Il ne faut pas essayer de cacher le mot. Il s'agit de vol et il faut que les responsabilités soient établies. C'est pour ça que moi, je souhaite, pour le Premier ministre Colline Makosso, qui a bien parlé dans un très bon discours devant l'Assemblée, de bonne gouvernance, etc. Voilà une occasion pour qu'il prouve aux Congolais que le gouvernement peut aller dans le sens de la bonne gouvernance. En faisant quoi? Il faut que ça se passe pour tous les ministères, primatures comprises. Ensuite, il faut que les responsables, ceux qui ont été à la base de ça, soient bien connus, bien dénoncés et que les procédures judiciaires suivent leur cours. C'est comme ça. On ne peut pas aller le 25 octobre avoir fait la déclaration de patrimoine
s'il y avait ce genre de véhicule? Est-ce que ça apparaîtrait dans la déclaration? Je n'en sais rien du tout. Donc, il faut que ça continue. Maintenant, monsieur Christian Perret, souvenez-vous de ce que j'ai toujours dit. Au lieu d'aller au Fonds monétaire, mais si il y a une union sacrée dans ce pays, pour qu'on essaye de mettre tout le monde debout pour essayer de récupérer tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détourné. Parce que vous vous rendez compte, 64 véhicules dans un seul département ministériel. Mais c'est important. Et dans le passé, ça s'est passé comment? Il faut vraiment prendre des dispositions pour mettre fin. Et le gouvernement doit prendre des mesures pour dire que lorsqu'il y a passation de services, on doit interdire à tout cadre, à tout ministre sortant, à toute personnalité nommée ou élue à une fonction d'amener un véhicule qui a été acheté avec de l'argent de l'État. Et moi, ça m'a convaincu de ce que, avec la volonté politique, on peut récupérer beaucoup de choses. Ça peut être des véhicules, ça peut être l'argent. On peut faire revenir l'argent qui est dans les comptes offshore. Ça nous aidera à régler fondamentalement le problème. Et c'est là où je vous dirais. Sinon, cela peut s'avérer aussi comme des actions ou des actes de charme, juste pour essayer un peu de convaincre le Fonds monétaire international. Et après, bon, on retombe dans nos habitudes parce que on constate évidemment que les gros poissons, en fait, comme on le dit, ne sont pas inquiétés. C'est des petits frétins qu'on va attraper pour présenter devant les caméras. À quand les gros poissons, comme vous le dites, là, ceux qui détiennent des milliards de parts vers eux? Vous croyez que pour les véhicules, là, il n'y a pas de gros poissons. Je suis convaincu qu'il y a des gros poissons, des menus frétins, il y a tout le monde là-dedans. Parce que pour prendre un véhicule de l'État et le garder chez soi, le gouvernement a été mis en place au mois de mai. Jusqu'à maintenant, je crois qu'il faut quand même se dire, avoir du courage. Alors. Confiance en soi. Mais moi, j'ai dit, monsieur Christian Perret, c'est pour ça que je dis, en même temps que le gouvernement mène des démarches auprès du Fonds monétaire pour signer un accord, etc., il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour que nous récupérons l'argent qui a été soit volé, soit détourné, de l'argent pour lequel nous sommes informés maintenant qu'il est caché dans les paradis fiscaux. Les responsables, dans certains cas, sont connus. Je ne vois vraiment pas. Et vous voyez bien que ça crée un malaise lorsqu'on dit on s'attarde sur les menus frétins et les gros poissons, on les laisse libres. Ça crée de la frustration. Ça ne nous amène pas vers une démarche de réconciliation nationale. Et je crois que ça devrait nous faire réfléchir. Mais je félicite la gendarmerie qui a déjà fait ça. Mais nous disons à la gendarmerie, ce que vous avez fait, c'est très bien. Mais ce n'est pas assez. Il faut que vous continuez et que vous continuez toute la procédure et que tous ces gens-là soient tracés. Je vous rappelle que le directeur général de l'assurance du territoire à l'époque, avant que ça ne change de nom, avait publié un communiqué pour dire qu'il y avait des Congolais qui avaient détourné de l'argent. On avait donné un délai en disant, s'ils ne se présentent pas, on va les traduire au parquet. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été traduit devant le parquet. Et en tout temps, vous entendez, un tel a détourné tant, celui-là est pris. Vous savez, quand il y a eu l'affaire de la mairie, je crois que ça portait sur 1 milliard et quelques. Il y a des gens qui ont réagi en disant, oh oui, mais 1 milliard, c'est très peu par rapport à ce que c'était en prix et ils se baladent dans la vie. Donc, il faut que nous allions vers une vision de justice sociale, une vision d'équité. Et il faut, comme on le dit souvent, que l'on sache que tous les Congolais sont égaux devant la loi et que la loi doit s'appliquer avec rigueur à tout le monde et que nul n'est exclu là-dessus. Et comme dans toute chose, il y a toujours un début. Espérons que la gendarmerie va continuer. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs, il faut maintenant avancer et aller dans tous les départements ministériels. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Clément Mirassa, d'avoir répondu à nos questions. Probablement que vous avez une dernière préoccupation, mais vraiment pour quelques secondes, parce que le temps nous presse maintenant. Bon, moi, je dirais tout simplement, monsieur Christian Perrin, quelque chose que les Congolais connaissent. J'espère que l'an 2022 va être une bonne année pour les Congolais. Quand je dis bonne année, ça veut dire qu'il n'y aura plus de retard dans le paiement des pensions, il n'y aura plus de retard dans le paiement des bourses, il n'y aura plus de structures qui enregistrent des mois et des mois d'arriérés de salaire. Il faut que nous travaillions. Et pour ça, les solutions, elles sont connues. Et nous avons souvent dit au gouvernement, c'est dur certainement de trouver les solutions, mais appeler à un dialogue national et inclusif,
pas pour les élections, parce que même les concertations des élections n'ont jamais rien donné. Mais appelons à un dialogue national inclusif qui va faire asseoir les Congolais et qui, ensemble, trouveront les solutions appropriées pour sortir ce pays de la crise. Ils ont pris l'engagement de signer un accord en 2019. Ils n'y ont pas réussi. C'était 2019-2022. Les Congolais souffrent. Ils veulent prendre un nouvel engagement pour un accord 2022-2025. Mais il faut qu'ils sachent que tout ce temps qui passe enfonce les Congolais dans la misère, dans l'extrême pauvreté, et ne fait que nous ne vivons tous les jours que des décès et des décès. Et les Congolais ont vraiment envie que ça change et qu'il n'y a pas de raison que nous n'en tirons pas profit. Eh bien voilà, comme quoi chaque chose a un début, dans l'espoir que la gendarmerie congolaise va continuer ses enquêtes dans les autres départements ministériels. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Clément Mirassa, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération de l'opposition congolaise. Vous étiez en train de décrypter l'actualité socio-économique et politique du Congo-Brazzaville avec nous. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir choisi TELAR TV, mais n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas non plus de vous abonner, car je vous le rappellerai tous les jours, c'est question de ne rien manquer des programmes TELAR TV. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.